Très chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de venir chez vous, partout où vous nous suivez, pour votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Et oui, nous allons parler de la lecture. Et pour parler de ce sujet, je suis reçu dans la librairie Sim, un livre pour le Grand Lac. Et mon invité est Monsieur Selemani Moati Kabale. Avec notre invité, nous allons nous entretenir sur la librairie source du développement communautaire. Sans plus tarder, je vais saluer mon invité du jour. Bonjour. Vous vous sentez à l'aise? Oui, à l'aise. Nous sommes très heureux de venir dans votre librairie pour échanger avec vous. Ouais. Merci beaucoup d'être venu. Et là, nous allons entrer dans le vif du sujet. Dans notre magazine de ce jour, nous aborderons 3 points, à savoir l'importance d'une librairie, de 2, la lecture pour une éducation, et de 3, le dernier point, aimer la lecture. Et à mon invité, la première question est la suivante. Pouvez-vous nous définir ou nous présenter une librairie? Qu'est-ce que nous devons comprendre par librairie? Une question un peu plus complexe parce que la définition d'un dictionnaire d'une librairie ne pourra peut-être vous aider à grand chose, mais comme vous le voyez, une librairie n'est qu'une maison où se vendent les livres. C'est-à-dire, une librairie n'est là que pour vendre les livres aux consommateurs qui sont les lecteurs. Et les lecteurs sont de catégories variées. Les lecteurs peuvent être des élèves, les lecteurs peuvent être des parents, des chercheurs, des chefs d'entreprise, des étudiants, c'est-à-dire toutes les catégories des couches sociales. Et alors, une librairie, qui peuvent fréquenter la librairie, ce sont par exemple les bibliothécaires peuvent aller s'approvisionner en livres à partir d'une librairie. Et cela, au moins, c'est une librairie. Mais aussi, la librairie ne produit pas les livres. La librairie, pour avoir des livres, elle va chez les imprimeurs qui impriment des livres. Et si les imprimeurs ont aussi des livres, c'est parce que les livres ont été écrits par des auteurs. Voilà un peu une chaîne des livres. Et nous, en tant que libraires, nous sommes entre le consommateur des livres et le producteur des livres. Les consommateurs, comme je l'ai défini, sont des gens qui lisent les livres. Comme vous, présentateur de l'émission, vous êtes un consommateur des livres. Les élèves sont des consommateurs, etc., comme je l'ai dit au départ. Alors nous vendons des livres au public, comme libraire. Très chers téléspectateurs, nous allons demander à M. Selemani de nous donner l'adresse où se situe sa librairie. Nous pouvons avoir l'adresse? Nous sommes une chaîne de librairies avec des extensions que nous appelons des antennes. Nous sommes ici sur l'antenne de la librairie Livre sur le Grand Lac, au croisement des avenues de commerce et Kasaï. Mais à Kinshasa, encore, nous avons une autre antenne qui se trouve non loin de la régie des eaux sur le boulevard du 30 juin. Nous l'appelons une antenne B de la librairie Livre pour le Grand Lac. Mais nous avons aussi des extensions en province, par exemple à Bukavu, et très récemment, peut-être nous allons ouvrir au Maniema et dans d'autres provinces où nous sommes passés, par exemple dans le Kasaï, et Kasaï oriental et le Kasaï occidental, mais les appellations ont changé. Moi, je n'ai qu'encore l'ancienne configuration. Ouais. Très chers téléspectateurs, la librairie source de connaissances pour un développement communautaire. Les libraires sont là pour offrir la connaissance. Nous allons évaluer ensemble avec M. Selemani la consommation des livres dans une librairie pour acquérir la connaissance afin de chasser les barrières de l'ignorance, car l'ignorance tue. M. Selemani, un livre représente quoi pour un lecteur? Un livre, quelle est sa portée au niveau de connaissances à offrir? Pour répondre à ta question, j'aimerais seulement revenir à une citation de Addison dans son livre qui est The Tatter. Lui, il a dit qu'un livre est pour l'esprit, c'est qu'un exercice est pour le corps. C'est-à-dire, l'esprit a besoin d'être exercé. Or, on doit exercer son esprit comment? C'est en lisant.
L'exercice physique est très important pour désaltérer les muscles. Mais maintenant, l'exercice de l'esprit, c'est-à-dire de l'intellect, c'est pas les livres. Puisque vous savez que il y a Francis Bacon qui est un philosophe, qui avait dit que rien n'entre dans le corps que par le sens. Or, quand nous avons le sens des perceptions, on perçoit ce qui est dans les livres, c'est-à-dire c'est par les yeux qu'on lit, qu'on acquiert les connaissances qui se trouvent dans les livres. C'est un exercice mental de percevoir ce qu'il y a là-bas. N'est-ce pas? Alors vous percevez par le sens, le sens de la vue par les yeux. Alors, en lisant ce qui est écrit, ça peut être écrit sur n'importe quel support. Ça, c'est la lecture. Mais ici, quand on parle surtout de la librairie, on voit les supports qui sont surtout livres. On ne voit pas des supports magnétiques ou autres supports dans un premier temps. Alors, les gens ont accouché des idées. Ce sont des auteurs les auteurs ou les écrivains ont accouché les idées. Ils ont mis ça dans les livres. Alors, comment maintenant percevoir, comment maintenant acquérir ces connaissances? C'est en lisant. Si vous ne lisez pas, alors vous n'aurez pas de nouvelles connaissances. Et cela, vous serez d'accord avec un autre auteur qui avait dit que vous êtes ce que vous lisez. C'est-à-dire, dis-moi ce que vous lisez et moi je te dirai qui vous êtes. C'est-à-dire, l'homme se mesure, c'est-à-dire un scientifique se mesure par son degré ou sa capacité de lire. Si vous ne lisez pas quelque chose, alors vous n'êtes pas aussi quelque chose. C'est ainsi qu'on connaît, et d'ailleurs la connaissance scientifique se mesure par cela. Quand on fait des examens, on passe des tests, c'est pour évaluer les connaissances. Or, toutes ces connaissances qu'on évalue après une session de formation viennent des livres. Et maintenant, quand vous avez obtenu 80% à un examen ou à un test, c'est pour dire que vous avez aussi acquis beaucoup de connaissances. Et ces connaissances, comme je l'ai dit, à 90% viennent des livres. Alors, vous êtes ce que vous lisez. Dis-moi ce que vous lisez et moi je te dirai qui vous êtes. Vous comprenez maintenant que la lecture a des relations avec l'homme tout entier. Un homme qui ne lit pas, moi je ne le considère même pas comme un homme. C'est comme zéro, il n'existe pas pour moi. Alors il faut lire pour être un homme. Et d'ailleurs, les capacités telles que les capacités oratoires, quelqu'un ne peut pas parler en public s'il n'a pas lu. Il va parler de quoi? De ce qu'il ne connaît pas. Il lit parce qu'il a lu et il dit ce qu'il a lu. Alors vous êtes ce que vous lisez. Voilà. Ce n'est que normal. Et juste une observation. Oui. Êtes-vous d'avis de toutes ces personnes qui disent que aller à une librairie, c'est juste réservé pour des hauts scientifiques, des très grands intellectuels? Vous êtes d'accord avec cette affirmation? Vous voulez dire que certaines personnes négligent l'importance, par exemple, d'une librairie, qu'elles considèrent la librairie comme réservée à une certaine classe élite intellectuelle. Moi, je dirais que je ne suis pas totalement, je suis pas totalement convaincu que c'est une réalité. Pourquoi? Parce que dans une librairie, nous rencontrons des livres destinés aux tout petits, aux jeunes, aux adultes et même aux grands scientifiques. Ce qui fait que chacun se retrouve en entrant dans une librairie, soit pour approfondir ce que vous connaissez déjà, soit pour apprendre de nouvelles connaissances, mais qui sont couchées dans le livre. Et effectivement, mais quand ils disent ça, que c'est réservé à une certaine classe politique, effectivement, on ne va pas à la librairie comme on irait à une salle d'exposition. Il faut y aller avec un peu d'argent parce que les livres coûtent. Et ça coûte quelquefois cher. C'est pourquoi, quelquefois, les livres sont réservés à une catégorie de gens supposés posséder de l'argent. Mais chacun y trouve son compte sur base de ce qu'il recherche. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui ne sont pas élites? Par exemple, quand je regarde
je regarde certains des rayons, par exemple, là je vois formation. Est-ce que pour acquérir des nouvelles connaissances, faut-il que je sois dans un domaine spécifique pour lire seulement des documentations ou une documentation réservée à des apprenants? Je ne suis pas économiste, je suis juriste. Est-ce que je n'ai pas droit, par exemple, à lire un livre d'économie par curiosité? Écoutez, il y a un proverbe qui dit que la société la plus spirituelle, ce n'est pas celle que le tailleur a taillée, mais que celle que le relieur a taillée. Le relieur, c'est-à-dire celui qui relit les livres. Alors, on parle d'une société spirituelle. Alors, les tailleurs peuvent tailler une société, c'est-à-dire vous construisez. Ils taillent de quoi? De pierre pour élever des murs. Mais une société spirituelle, dans l'esprit de quelqu'un, c'est ça. D'ailleurs, ce sont les livres d'abord qui partent le premier. Il faut qu'on construise une nation par des connaissances. Et ces connaissances sont couchées dans le livre. Alors, vous, une personne, une autre adage dit que la personne la plus sotte, n'est-ce pas, c'est celui qui fit ses connaissances sur un seul livre. Alors, vous voulez dire, moi je suis économiste, je ne peux lire que des livres d'économie. Écoutez, la société est multidimensionnelle, multisectorielle. Il n'y a pas seulement une économie sans, par exemple, la médecine. Il n'y a pas une économie sans la politique, sans la philosophie, sans la médecine et autres sciences connexes. C'est-à-dire, vous parlez maintenant de cette interdisciplinarité de quoi? Des disciplines qui constituent l'homme tout entier. Par exemple, moi, si je posais à notre téléspectateur qui est-ce que je suis, ne peut pas me dire exactement que toi, tu es médecin, toi, tu es... Bon, vous pouvez poser à la fin de l'émission qui était cet homme-là. De profession, je suis libraire. Mais la connaissance que j'ai, à partir de tous les livres que moi je vends, je suis un homme multifonctionnel, multidisciplinaire, de manière que si nous devons débattre du sujet de la médecine, dans un livre tel que, il y avait un livre ici, du symptôme à la prescription en médecine générale. Je connais que ce livre a remplacé ce qu'on a, le fameux vademecum clinique, que le médecin appréciait beaucoup. Ce livre est très important pour le médecin parce que il parle non seulement des symptômes de maladie, c'est-à-dire ils peuvent diagnostiquer déjà la maladie à partir des symptômes et prescrire des médicaments et les traiter. Vous comprenez? C'est un livre qui, n'importe qui, parce que nous pouvons savoir directement à partir des signes cliniques, dire que celui-ci présente de la fièvre, n'est-ce pas? Même si je ne suis pas médecin, mais du moins à partir des signes, je dis bien, il a une forte fièvre. Mais cette forte fièvre peut être tirée, peut être d'origine, peut-être... parce que la fièvre elle-même n'est pas une maladie. Ce sont des signes d'une maladie. Elle dit à quoi? Est-ce que ce n'est pas, par exemple, la malaria? Ce n'est pas, par exemple, de quoi? La toux. La toux, sur quoi? Au juste. Mais je peux me ressourcer. Je commence à voir ce que dit ce livre du symptôme à la personne. Pas en étant médecin ou infirmier, mais ça peut me dire, bon, une telle fièvre va être provoquée par ceci ou cela. Et j'envoie l'enfant chez le spécialiste qui va maintenant diagnostiquer et prescrire des médicaments. C'est un livre que chaque famille peut avoir. Il y a par exemple notre livre, j'ai par exemple un dictionnaire médical de poche ici. Juste des termes. Aujourd'hui, on parle de la fièvre jaune. Et cette fièvre jaune, c'est quoi? Bon, il ne faut pas être médecin pour connaître qu'est-ce qu'une fièvre jaune. Non, on doit lire dans les livres. Fièvre jaune, définition, même l'origine. Oui, les symptômes de fièvre jaune. Bon, je ne peux pas traiter ça, mais du moins, je connais l'origine. Nous sommes en train de parler, la semaine passée par exemple, on parlait d'une inflation de quoi? De francs congolais ou bien d'évaluation, je ne sais pas. Mais ça, ce sont des choses typiquement économiques. Mais comme ça influe sur moi en tant qu'individu, je dois savoir, mais pourquoi cette inflation? Pourquoi cette hausse des prix vertigineuse?
quelles sont les causes de l'inflation. Je peux aller dans des livres d'économie et connaître les causes de l'inflation. Est-ce que c'est la rareté d'un produit sur le marché qui a causé cette inflation, par exemple? Ou bien est-ce que c'est parce qu'il y a un jeu d'argent dans le circuit monétaire qui fait que maintenant, qui fait que tel produit ou tel a baissé ou ceci pour ainsi de suite. Tout ça, il ne faut pas être spécialiste dans cela. Mais moi maintenant, si je dois parler par exemple, nous sommes dans un pays comme le Congo, avec 4 langues nationales, n'est-ce pas? Les linguistes en savent beaucoup sur, sur le phénomène de polyglottisme, c'est-à-dire quand on parle beaucoup de langues, il y a des emprunts linguistiques dans ceci-là. Bon, il ne faut pas être linguiste pour savoir que celui-ci parle le lingala comme si il venait d'un point où vraiment le lingala est parlé comme langue maternelle. Puisque la langue maternelle influe beaucoup sur la deuxième langue. Je peux voir que prévoient les livres de linguistique en ce sens-là. Ou bien des justifications sont fondées là. Alors, la personne humaine, c'est la personne qui est complète dans le savoir. La personne humaine, c'est la personne qui connaît un peu de tout comme connaissance générale. Et c'est cette connaissance générale-là, c'est ce qui reste comme la simple définition, c'est ce qui reste dans la tête quand on a tout oublié. Et cette connaissance, on l'a écrite dans les livres. La connaissance, la librairie est ouverte à tout le monde. Tout ce qui influe sur nous dans la société, nous avons le droit d'avoir ces connaissances. Comprendre pourquoi ces événements tels que la fièvre jaune, l'inflation, la dépréciation du dollar, ainsi de suite, comme ça influe dans nos vies, la librairie est là pour nous donner certaines réponses contenues dans les livres. Et là, nous passons à notre deuxième point de notre magazine, à savoir la lecture pour une éducation. C'est vrai, la plupart des écoles ont fermé, les écoles primaires, les écoles secondaires, les élèves ou les finalistes ont pu passer leurs examens, les examens d'État ou les bacs. Nous allons un peu nous entretenir sur ce point avec M. Selemani. M. Selemani, la lecture pour l'éducation. On commence d'abord avec les plus jeunes, les enfants, les jeunes. Quelle est l'importance de la lecture? Une question très pertinente. Pourquoi? Quand le parent fait inscrire son enfant à l'école primaire, il y a 4 connaissances élémentaires. Il y a d'abord que l'enfant apprenne à lire, à écrire, à calculer et à compter. C'est ça d'abord. Parler, lire, écrire et compter. Ce sont les connaissances de base. Alors, tout cela se passe par la lecture, comme je l'ai dit. Apprendre à compter, c'est bien, on peut apprendre à compter. La maman apprend petit à petit. Les collègues, les enfants apprennent à compter n'importe quoi. Des tasses, des verres, des cuillères et toutes les fourchettes à la maison. Mais pour maintenant avoir cette connaissance d'une manière scientifique, il faut passer par l'école. C'est ainsi que vous allez trouver par exemple les institutions qui parlent de l'éducation et du développement comme l'UNESCO ont dans leur charte, et même le charte auquel notre pays a aussi adhéré ou bien a ratifié, ce charte là-bas. L'enseignement primaire est obligatoire. Obligatoire de quelle manière? Parce que tous les enfants doivent avoir l'accès à cet enseignement, à cette éducation là-bas, pour qu'une nation puisse prétendre être développée. C'est ainsi que même dans d'autres pays, un enfant n'a pas été inscrit à l'école, mais le parent peut être même resté en justice. Puisqu'il prive, c'est un droit fondamental. L'éducation est un droit, c'est-à-dire l'enfant a le droit de réclamer d'aller à l'école. Ce n'est pas un privilège, c'est un droit. Alors, apprendre à lire et à écrire aussi constitue un droit. Chacun a le droit de savoir lire et écrire. C'est ainsi que vous allez même trouver que l'UNESCO est allé beaucoup plus loin même avec l'alphabétisation des adultes. Si vous avez raté cette chance à l'enfance, à l'âge adulte, vous pouvez encore revenir et récupérer les connaissances perdues ou ratées à votre jeune âge.
Et là, maintenant, c'est là où c'est très important qu'on ne peut pas fuir la connaissance ou bien l'acquisition de connaissances, même à l'âge adulte. Elle est toujours là. Alors, pour les écoles maintenant, si l'enseignement est obligatoire, les écoles aussi, les institutions d'enseignement sont obligées de faire acquérir ces droits d'une manière adéquate. Pas d'une manière 50%, 50%. Il faut que l'enfant soit formé comme étant une personne tout entière. Et quand vous lisez le programme national d'enseignement primaire et secondaire, l'objectif primordial, c'est de former l'homme tout entier. Or, quand on parle de former l'homme tout entier, on part d'abord de ces connaissances de base que nous avons dit, les 4 connaissances de base, apprendre à lire, à écrire, à compter et à parler. Alors, tout ça, et puis vous allez maintenant, ce sont des ouvertures qui doivent vous faire arriver maintenant à une connaissance plus complète et complexe avec l'âge, puisque la formation doit être proportionnelle aussi à l'âge. Et l'enseignement, c'est ainsi que l'enseignement est gradué, c'est-à-dire de l'élémentaire au secondaire, universitaire jusqu'au tertiaire et autres. Et étape par étape, nous ne sommes pas obligés de commencer l'enseignement primaire pour aller jusqu'à l'université. C'est pourquoi on a échelonné. Chacun selon ses capacités physiques, intellectuelles et même morales. Mais qu'est-ce qu'il faut maintenant? Une société bien organisée doit faire d'un cursus d'enseignement normal des intervalles et le moyen de récupérer ceux qui sont, que l'on appelle les drop-out, c'est-à-dire ceux qui tombent en cours de route. À la fin de l'enseignement maternel, il y a ceux qui ne continuent plus. S'arrête. Peut-être parce que la tête ne permet pas de fonctionner. Ou bien, à la fin de l'enseignement primaire, il y a ceux qui, après avoir eu le certificat, ils s'arrêtent là-bas. Mais la société maintenant doit savoir comment récupérer, à la manière allemande des choses, de constituer encore des cercles de récupération. C'est-à-dire que vous allez trouver maintenant des centres de formation. Il a terminé la 6e année, mais il peut aller étudier dans ce centre de récupération, de formation, pour apprendre un métier. Mais pas laisser tous ceux qui ont arrêté sans un encadrement positif. Après les humanités, tout le monde n'est pas obligé d'aller à l'université. Il faut encore créer une autre structure d'accueil de tous ces gens qui ont reçu, qui ont obtenu leur diplôme d'État. Et peuvent travailler et rendre des loyaux services à la nation de par leur capacité là-bas. Bien encadrés, pas des institutions d'encadrement. Et pour le bien-être pour le développement du pays. À l'université de même. L'université, on n'est pas obligé d'attendre la licence. Après la 3e année de graduat, les étudiants peuvent travailler dans la société et servir selon leurs capacités. Mais maintenant, il faut une politique. Une politique très importante d'échelonner. Vous savez pourquoi dans beaucoup de pays, les gens veulent seulement avoir des diplômes universitaires? Parce qu'on suppose que ce sont seulement les universitaires qui ont un bon salaire. Mais ne vous trompez pas. Il y a ceux qui ont des diplômes universitaires et pouvaient par exemple être des bons agriculteurs sans tout ce niveau d'études là-bas. Il y a peut-être quelqu'un qui est docteur en médecine, mais qui pouvait être un bon charpentier. Mais il est allé perdre son temps dans la médecine. Et là, il est un médecin incompétent. Et pourtant, il était un charpentier compétent. Alors, il faut avoir maintenant un système d'orientation scolaire. Un système d'orientation scolaire. Et c'est pourquoi l'ancien système d'enseignement était bon. Par rapport à la nouvelle. Par rapport à la nouvelle. Première et deuxième année, cycle d'orientation. Les enseignants ont le regard sur l'enfant. Celui-ci, parce qu'il brille dans telle matière, il peut faire un bon plus tard, un bon scientifique. Mais celui-ci peut faire un bon enseignant. Celui-ci peut faire un bon agronome. Celui-ci peut, à la longue, devenir un bon biologiste. À partir seulement des connaissances. Mais aujourd'hui, on a volé de l'école cette ambiance, c'est-à-dire cette capacité d'orienter les enfants. L'enseignement, dans beaucoup de pays, est devenu l'enseignement de masse. Et où l'objectif, c'est les diplômes au lieu de connaissances. Des connaissances. Vous êtes dans la librairie depuis le matin. Est-ce que vous trouvez déjà d'entrer comme s'ils entraient dans une petite pâtisserie? Non.
dans une alimentation, nous devons aller plus loin que la politique de la bouche. Au lieu de nourrir la bouche, nous devons nourrir la tête. Pour nourrir la tête, la librairie est une alimentation de la tête, pas de la bouche. Nous sommes allés plus loin pour ne pas seulement s'arrêter à nourrir la bouche, mais nourrir la tête. Puisque quand la tête est pourrie, eh bien, toute la nation est aussi pourrie. Personne parmi nos téléspectateurs peut dire qu'il préfère qu'on l'appelle un con. Non. Ou bien, toi, tu es fou. Non, puisque le fou n'a pas de raisonnement. Une personne normale qui a un raisonnement a de bonnes connaissances, et ces connaissances, tu peux le défendre dans n'importe quelle circonstance, et c'est celui-là, un homme dont on a besoin dans une société qui se veut, par exemple, déclarée émergente. Donc, M. Selemani, pour vous, par la lecture est capable d'orienter la personne à la place qu'il faut pour qu'il puisse produire afin d'atteindre le développement. C'est ça? Effectivement, parce que le livre, c'est un ami qui ne trompe jamais. Au contraire, il te permet de vous développer. Prenons un exemple. L'on parle de changement climatique. Effectivement, pas plus tard qu'hier, je parlais avec un ami, il me dit, nos forêts ont même perdu leur fraîcheur d'antan. Mais pour comprendre ces phénomènes là-bas, il faut voir que disent les livres du changement climatique. Oui. Pas plus tard que ce matin, je lisais un livre, je dis, qui d'abord sont en train de spolier la nature? Ce sont des pays qui se disent émergents. Les pays développés qui sont en train de polluer l'atmosphère par des usines qui dégagent des gaz à effet de serre. Oui. Alors, eux tournent maintenant le caméra vers le pays où il y a encore des réserves de carbone, de dioxyde de carbone. Parce qu'avec les dioxydes de carbone, là, ce sont des déchets déjà qui sont dans l'air et qui sont en train de polluer et qui même bloquent, par exemple, l'atmosphère, la couche ozone, qui détruit. Alors, nous devons comprendre que ça, ce n'est pas les scientifiques. Nous ne devons pas seulement être comme des absorbants de connaissances, mais nous devons aussi extérioriser ces connaissances. Et toutes ces connaissances se trouvent dans les livres. Vous avez parlé d'un point important qui est l'analphabétisme. Oui. Les mamans maraîchères, une grande partie des mamans maraîchères n'ont pas eu cette chance d'aller faire des études, par exemple avoir un diplôme d'État, mais par eux sont sortis des ministres, par eux sont sortis des grands intellectuels. Mais comment, avec la lecture, pouvons-nous récupérer, par exemple, cette catégorie de personnes dans la société, car elles sont importantes aussi? J'ai toujours dit que dans l'homme a un cycle très important d'apprentissage de connaissances. À n'importe quel âge, on peut toujours apprendre. Bon, je vais d'abord peut-être corriger un peu. Tout ce qui se trouve dans les travaux de maraîchage, c'est-à-dire les travaux maraîchers là-bas, il y a certains parmi eux qui ont même évolué. Mais quand j'entends à la radio, ils se disent, oh, nous avons fait grandir nos enfants à l'aide de ces légumineuses que nous produisons. Certains parmi eux, certains parmi ces personnes-là ont des connaissances vraiment suffisantes, mais elles pratiquent le champ comme une activité productrice de revenus. Oui. Mais par contre, d'autres qui n'ont pas allé à l'école ne peuvent pas avoir à regretter. C'est pourquoi maintenant, la société que nous avons doit s'investir dans ce domaine, créer des centres d'alphabétisation à tous les adultes et à tous ceux qui n'ont pas eu la chance de passer par l'école. On doit créer maintenant des centres dans les coins et les recoins de la ville, des villages, et où ceux qui n'ont pas, c'est-à-dire les analphabètes, peuvent encore avoir accès aux connaissances. Et nous savons qu'il y a des méthodes d'alphabétisation qui ont réussi dans le système francophone. Au bout de 3-4 mois, on vous parle, c'est-à-dire on écrit et on lit correctement. Surtout parce que les adultes présentent des avantages considérables pour leur degré de réflexion déjà avancé. Ils acquièrent vite à lire et à écrire plus que les enfants.
à cause de leur âge. Alors, dans 3-4 mois, ils passent par le banc et ils apprennent à lire et à écrire. Avec des méthodes spéciales aussi, hein, spécifiques pour l'apprentissage aux adultes. Monsieur Selemani, pourquoi dans la société on a perdu le goût de l'autodidacte, donc apprendre par soi-même? Je fais référence à mon grand-père. Mon grand-père a étudié dans l'époque coloniale, mais il s'est arrêté au cycle court, oui, comme c'était à l'époque. Mais le voir aujourd'hui, il a 80 ans, il s'est enrichi par la lecture. Il a lu et il a acquis des connaissances comme s'il était allé à l'université. Mais aujourd'hui, pourquoi nous, par exemple, les jeunes, nous, par exemple, les adultes de la société, nous ne sommes plus capables de reproduire cet effort-là, d'avoir ce goût de la lecture pour apprendre, par exemple, un métier? Oui, tout dépend de la politique de l'éducation. Dans beaucoup de pays qui se disent aujourd'hui émergents, ils focalisent leur enseignement sur la technologie et la science. Et je pense que notre pays aussi est en train d'emboîter le pas. La technologie et la science, notre technologie a avancé. Nous ne sommes plus à la technologie des moulins à vent. Par exemple, nous sommes maintenant à une technologie de l'énergie solaire. N'est-ce pas? La technologie doit aussi changer. Vous comprenez? Bon, à l'époque, le colonisateur savait bien que notre besoin, nous, c'est la bouche. Ils ont développé des écoles agricoles pour se nourrir. Et ça créait une certaine autosuffisance qui était admise à cette époque-là. Et les parents, comme vos propres parents, se sont donnés à cela. Et ils ont émergé jusqu'à un certain niveau qui était acceptable à cette époque là-bas. Mais notre progrès technologique maintenant aujourd'hui, pour certains, ils pensent qu'avoir un bon téléphone, c'est ça le progrès. Avoir une tablette, c'est ça le progrès. Mais ils ne savent pas que tous les chercheurs accouchent leurs connaissances dans le livre. L'enseignement maintenant doit être basé sur de nouvelles méthodes de recherche, sur de nouvelles technologies appropriées, telles que l'énergie solaire. Avec une énergie solaire, on peut fonctionner une grande usine. Mais nous n'avons pas apprendre à faire ça. Aujourd'hui, il est ce que nous avons de téléphones. Nous allons d'une marque d'un téléphone à l'autre. Et pour ça, ce n'est pas ça. Nous gaspillons beaucoup d'argent dans ces objets et après, demain, on les déclasse parce qu'on ne sait pas comment dépanner ces appareils là-bas. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons apprendre à nos enfants à réparer et pourquoi pas même à fabriquer le téléphone. Vous comprenez? En faisant cela, nous aurons quoi? Nous aurons acquis, nous aurons aidé nos enfants à faire quoi? À acquérir de nouvelles connaissances. La connaissance doit évoluer avec le temps. Maintenant, les enfants, vous leur demandez de lire un livre, ils vous disent non, moi je dois regarder la télé, des émissions élaborées. De moindre effort. Or, cette loi de moindre effort. Bien, effectivement, vous regardez, mais vous ne fournissez pas beaucoup d'efforts. Celui qui a présenté une émission a lu. Vous la présentez, mais vous aussi, vous devez découvrir par vous-même ce qui a été dit dans un domaine ou l'autre. C'est de cette manière-là que l'on peut prétendre accéder aux connaissances. Et nos parents étaient spécialistes en cela, ils s'accrochaient. Et aujourd'hui, il y a un adage qui dit que si tu te méfies du développement, le développement va se moquer de toi. C'est-à-dire qu'il faut s'accrocher au développement, connaître, pénétrer l'intelligence, pénétrer le monde de la mondialisation pour qu'on puisse aussi s'adapter à ce rythme là-bas. Et tout repose sur la lecture. Très chers téléspectateurs, moi j'irai d'ailleurs plus loin. Si tu te méfies de la lecture, les connaissances vont se méfier de toi. Et là, nous tendons presque à la fin de notre rencontre, de notre entretien avec M. Selemani, chef d'antenne de la librairie Un livre pour le Grand Lac. Nous allons faire un plaidoyer. M. Selemani va nous aider à faire un plaidoyer par rapport au goût de la lecture. Nous commençons avec les décideurs. M. Selemani, quels propos,
quel plaidoyer faites-vous auprès des décideurs, de nos autorités, pour développer les réseaux de librairies à Kinshasa, partout en RDC, afin que les connaissances qui sont cachées dans des livres soient à la portée de tout le monde? Oui, je pense que je ne fais pas, du moins, la politique. Mais toutefois, j'ai fait la politique du livre. Il y a une politique des livres. Sachant bien que je parle du livre, les autorités ont compris l'importance du livre. Par-ci, par-là, ils parlent du livre. Ils s'efforcent, elles s'efforcent, comme état des autorités, à procurer des livres pour certaines écoles. N'est-ce pas? Ok. Aucune chose n'est parfaite parce que nous sommes des humains. Ce que je peux faire comme une recommandation, c'est d'appuyer d'abord les gens qui se sont investis dans le livre. Je connais que le gouvernement a ratifié beaucoup des accords sur l'importation des livres. C'est d'abord de vulgariser tous ces accords que notre gouvernement a ratifiés. Surtout par exemple les accords de Florence qui ont comme objectif de faire quoi? De casser les barrières à l'importation des livres. Les barrières douanières, les barrières des taxes, les barrières de ceci ou de cela, que ce soit même des taxes intérieures ou extérieures à l'importation des livres. Notre gouvernement a aide d'une manière ou d'une autre. Parce que, par exemple, le TVA, les livres, si on imposait une taxe TVA aux livres, les livres par exemple que vous achetez à 21 000, c'est peut-être à 21 200. Ou bien, parce que mais comme il y a d'abord, les livres sont exonérés de la TVA, ce sont des faveurs. Vous comprenez? Ça permet aux gens quand même d'acquérir un livre. Donc notre gouvernement soutient la culture du livre en République démocratique du Congo. À un certain degré. Mais nous, on irait encore plus loin pour demander même une taxation zéro pour les livres. Certaines autorités du pays l'avaient déjà suggéré. Je n'aime pas citer des noms, hein, mais ils voulaient déjà dire vers une taxation zéro, hein, aux opérateurs des livres. Puisque les livres, entre aux pays, sont des machines très pesantes. Elles viennent par avion. Et si vous devez calculer même 1% de taxes seulement sur base de ce poids, vous allez encore payer toujours plus cher. C'est pourquoi certaines autorités disaient de la taxation zéro. Zéro. Même les frais administratifs, zéro, pour que les livres arrivent au moins au pays au prix des producteurs. Et là, tout le monde peut accéder aux livres. Et aussi motiver ceux qui produisent des livres localement. C'est-à-dire leur donner des moyens. Les imprimeurs locaux sont là. Surtout la plupart des sortes de religieux et de religieuses. Les accorder de quoi on appelle des subventions pour les aider à imprimer les livres au pays. Et aussi de favoriser la recherche. Donner beaucoup plus de moyens aux chercheurs. Si un chercheur ne mange pas bien, il ne peut pas faire la recherche. Et par conséquent, il ne peut pas écrire. Tout le monde qui a fait l'effort d'écrire ne fait qu'un livre. N'est-ce pas? Devait être soutenu pour qu'il en écrive encore un deuxième. Mais s'il est abandonné ça merci là-bas, il ne pourra pas fournir. Il aura de bons rêves dans son lit et ses rêves vont accoucher de mort le lendemain. Il aura tout oublié parce qu'il ne peut pas se réveiller et écrire. C'est puisque c'est la nuit que les livres s'écrivent. Ce sont des rêves qu'on écrit. Quand tu rêves bien, tu peux écrire aussi bien. Mais quand tu rêves de cauchemar, tu ne peux rien écrire. Alors il faut donner un bon sommeil aux penseurs qui sont dans la plupart des gens des chercheurs. Nos centres de recherche devaient avoir ce qu'on appelle des gouvernements. Des subventions. Subventions. Même il y a un terme là qui m'échappe. Non seulement des subventions, mais quand on fait le budget, ils doivent être... Oui, qu'est-ce que je voulais dire là? Donc, qu'il soit budgétisé au niveau de l'État. Le budget alloué à la recherche devait être beaucoup plus conséquent que d'autres, par exemple. Vous comprenez? Et quand on parle de recherche, on voit l'éducation, on voit l'enseignement dès la base.
Tout à fait. Nous tendons déjà vers la fin. Il y aura 2 exercices à faire. Oui. Vous êtes chef d'antenne Ouais. de la librairie Un livre pour le Grand Lac. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos téléspectateurs parce que les gens ont remarqué que M. Selemani bombardé de connaissances de toutes parts. Bon, me présenter, c'est peut-être vous qui alliez bien me présenter. Je ne sais pas. La charité bien ordonnée commence par Je suis chef soi-même. d'antenne, c'est-à-dire je suis libraire Oh oui. de profession et lecteur de formation, enseignant de profession aussi et chercheur de profession. Voilà, c'est dans ce sens-là pour moi. Tout à fait, avec beaucoup de modestie. Oui. Et un dernier mot, parce que nous allons faire ensemble avec vous une visite guidée de la librairie Oui. pour terminer, clôturer ce numéro. Un dernier mot, quelque chose qui n'a pas été dit ou une pensée que vous voulez partager avec nos téléspectateurs. Ce que je n'ai pas dit, c'est peut-être que les enseignants encouragent la lecture, c'est-à-dire suscitent les enfants, donnent le goût de la lecture dès le bas âge. Nous sommes pendant une période de vacances. Les parents ont ce qu'on appelle des billets de vacances. Qu'ils viennent avec des billets de vacances à la librairie pour qu'ils viennent se procurer des livres. Quand les livres ne sont pas là, au moins, on ne peut pas prétendre avoir tout, mais du moins, nous voulons satisfaire le besoin en livres de nos compatriotes, de nos collègues parents, et pour que, à la rentrée, les enfants aient des livres, des jolis livres, des livres neufs et à des prix abordables. C'est ça un appel que je lance. Et puis, comme je l'ai dit au départ, notre adresse est claire. Nous sommes sur le croisement Kassai Commerce et nous sommes sur le boulevard du 30 juin, non loin de la Régie des Eaux. Tout à fait. Cela n'empêche qu'ils peuvent aussi qu'ils peuvent nous contacter par notre numéro de téléphone s'ils sont égarés. Voilà. Très chers téléspectateurs, nous avons été très heureux de venir chez vous pour ce nouveau numéro que nous avons concocté, réalisé avec le chef d'antenne, M. Selemani. Et là, je vous dis au revoir à la prochaine, mais terminons avec cette visite guidée.